Cleveland, Ohio, année 1930. La Grande Dépression dévore l'Amérique. Les usines ferment, les rails sont rouillés, et des milliers d'hommes errent dans les rues sans avenir. Parmi eux, des vagabonds, des anciens soldats, des ouvriers perdus dans les bidonvilles de Kingsbury Run, un quartier de misère traversé par les voies ferrées et la crasse industrielle. C'est dans ce décor que, le 23 septembre 1935, deux jeunes garçons découvrent un corps sans tête, nu, sectionné avec une précision chirurgicale. Quelques semaines plus tard, un deuxième torse est trouvé, cette fois sur la rive du lac Erie. La police comprend rapidement. Un tueur en série est à la main-d'œuvre, un boucher qui prend plaisir à découper ses victimes avant de les exposer. Le surnom s'impose dans les journaux, The Cleveland Torso Murderer. Le boucher de Kingsbury Run. Les habitants vivent dans la peur, les journaux s'affolent, et le commissariat croule sous les rumeurs. Mais à Cleveland, la peur a toujours eu un goût de métal et de fumée. Entre 1935 et 1938, 12 corps officiels sont découverts, mais certains experts estiment qu'il y en eut au moins 20. Les victimes sont pour la plupart des hommes, mais aussi des femmes, souvent sans domicile fixe, parfois prostituées ou ouvrières anonymes. Ils vivaient dans les hoboken, ces abris de fortune faits de tôle et de feux de bois, le long des rails. Le tueur semble chasser parmi ceux que personne ne cherche. Chaque scène de crime raconte la même signature. Les corps sont décapités et démembrés avec une maîtrise anatomique rare. Les découpes sont nettes, sans bavure, suggérant un instrument chirurgical. Dans plusieurs cas, le tueur désigne les restes de manière théâtrale. Un torse sur une colline, une tête dans un panier. Les enquêteurs découvrent une constante troublante. Les victimes sont vidées de leur sang avant la découpe. Cela signifie que le meurtrier tue d'abord, puis travaille le corps ensuite. Une opération longue, réfléchie, presque rituelle. Certains témoins parlent d'un homme grand, au manteau long, qui rôde près des rails la nuit. D'autres mentionnent une odeur chimique, semblable à celle du formol. Mais dans un quartier où la pauvreté déforme les visages, et où les cauchemars se confondent avec la réalité, la vérité est insaisissable. Le profil psychologique du tueur au torse défie les classifications de l'époque. Les experts criminels du bureau du shérif évoquent un homme intelligent, méticuleux, avec une connaissance approfondie de l'anatomie humaine. Médecin, boucher, étudiant en médecine ratée, chaque hypothèse renforce le mystère. Ce tueur ne tue pas par impulsion, il sculpte la mort. Ses gestes montrent un contrôle absolu, une absence d'émotion, une fascination morbide pour la structure du corps humain. Un psychiatre de Cleveland déclara « Ce n'est pas la haine qui le guide, mais la curiosité. Les mutilations semblent obéir à une logique intérieure. Les têtes sont toujours séparées en premier, comme si le tueur voulait effacer l'identité avant d'effacer la vie. La décapitation devient une métaphore du pouvoir. Priver la victime de visage, c'est priver le monde de témoins. Plus tard, des criminologues compareront son style à celui de Jack l'Éventreur ou de H. H. Holmes, non pour le sadisme, mais pour la planification quasi scientifique du crime. En 1938, Cleveland nomme un nouvel homme pour diriger la chasse, Eliot Ness, célèbre pour avoir fait tomber Al Capone à Chicago. Héros national, Ness arrive avec sa réputation d'incorruptible et une promesse, mettre fin au cauchemar de Kingsbury Run. Mais ce qu'il découvre est pire que d'un réseau criminel. Cuba est un fantôme. Les preuves sont rares, les témoins incohérents, les journaux incontrôlables. Ness déploie des centaines d'hommes, fouille les morgues, interroge les médecins, brûle même les bidonvilles de Kingsbury Run pour priver le tueur de refuge. Mais le monstre continue de frapper. En 1939, la police pense enfin tenir un suspect, Frank Dolezal, un ouvrier d'origine tchèque connu pour fréquenter les bas-fonds. Il avoue, puis se rétracte. Quelques jours avant son procès, il est retrouvé pendu dans sa cellule dans des circonstances douteuses. Officiellement, c'est un suicide. Officieusement, c'est une façon commode de clore un dossier embarrassant. Ness, discrédité, quitte la police quelques années plus tard. Le tueur, lui, disparaît dans la poussière des rails. Des décennies plus tard, les archives révèlent un nom qui revient sans cesse.
Francis E. Sweeney, médecin militaire, chirurgien pendant la Première Guerre mondiale. Ancien combattant de Verdun, il aurait souffert de troubles mentaux sévères et d'alcoolisme. Il habitait près de Kingsbury Run. Elliot Ness lui-même l'aurait interrogé en secret. Sweeney aurait échoué au test du détecteur de mensonges, puis été interné volontairement dans un hôpital psychiatrique. Mais Ness, faute de preuves, ne put jamais l'inculper. Les années suivantes, Sweeney envoya des cartes postales anonymes à Ness, se moquant de lui. « Tu m'as eu presque, mais pas tout à fait. Je suis toujours ici. » Ces lettres, pleines de sarcasme et de détails sur l'enquête, furent conservées comme une obsession personnelle par Ness jusqu'à sa mort. Pour beaucoup d'historiens, Sweeney est le coupable le plus probable, mais certains experts pensent qu'il n'était qu'un des plusieurs tueurs actifs dans la région, des imitateurs, des opportunistes profitant du chaos médiatique. Le tueur au torse de Cleveland incarne une époque où la science criminelle balbutiait, où la misère offrait au mal un terrain fertile. Ces crimes ont marqué la naissance de la police médico-légale moderne aux États-Unis. Ils ont aussi inspiré des générations de récits noirs, des films, des romans, des séries, et même des profils de tueurs étudiés par le FBI. Mais au-delà du mythe, demeure une question obsédante. Était-il seul? Les similitudes entre certaines victimes et d'autres meurtres survenus après 1938 laissent penser qu'un deuxième tueur a poursuivi l'œuvre. Les dossiers non résolus, les photos d'autopsie, les lettres anonymes, tout contribue à nourrir la légende. Aujourd'hui, Cleveland a changé. Les rails de Kingsbury Run sont couverts d'herbe, les entrepôts sont vides, mais sous le béton du progrès, la terre garde ses secrets. Et dans le silence du lac Erie, la brume chuchote encore. Un seul tueur, ou plusieurs.